Toujours fait cette émission de manière Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital, notre émission santé. Merci d'être avec nous. On vous a posé une question. La question, c'était: est-ce que la crise sanitaire de Covid-19 vous rend anxieux et stressé? Pour y répondre, nous avons invité avec Philippe, nous avons invité Vincent Barraud. Merci d'être avec nous. Vincent, vous êtes responsable de la cellule psychologie au CHC Montélégiat. Oui, tout à fait. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va avoir 35 minutes, 40 minutes pour répondre aux questions des téléspectateurs. Avant tout, Philippe, on se permet de présenter cette émission sans masque. On a analysé le contexte et on a pris cette décision pour plusieurs raisons. Oui, effectivement, nous sommes, vous pouvez être surpris parce que c'est vrai que les médias ont tendance maintenant à généraliser le port du masque. Dans l'état actuel des choses, dans ce studio, qui est un grand studio, vous ne voyez peut-être pas, mais il est très très large, voilà, vous le voyez sur ce plan de Jean-Pierre Marzial, où la ventilation est complètement assurée, avec le port du masque avant de rentrer sur le plateau, avec le cas échéant quand on tousse, le fait de le faire dans le coude, c'est important, avec le respect des gestes barrières, mais également cette distanciation sociale autour de cette grande table où nous sommes 3 maximum. Nous avons estimé ici à RTC que bien l'exemplarité elle était déjà donnée et nous faisons confiance évidemment à vous téléspectateurs, à vous internautes si vous êtes sur la page Facebook pour porter le masque dans les conditions qu'il nécessite. On le rappelle, moins d'1,50 m, plus de 15 minutes. Voilà, ce sont vraiment des éléments très importants. N'oublie pas de se laver les mains. Dans une émission comme celle-ci, nous sommes excessivement attentifs à tout cela. Jusqu'à présent, et on espère que ça continuera, n'ont pas été trop touchés à RTC. On a envie de continuer notre mission d'information pour vous. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, Fanny, avec toutes les questions qu'on a reçues. Voilà. Et comme vous le dites souvent, le masque n'est jamais bien loin. Il n'est jamais très très loin. Alors, on vous a posé cette question. Est-ce que le Covid vous rend anxieux, stressé? Vous avez été très 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 nombreux à réagir. Parfois avec des réflexions, on va le voir, pas toujours des questions, mais des réflexions qu'on va essayer d'analyser avec Vincent. Et on commence peut-être tout de suite avec la première question qui est de Isa. Cette question, c'est: comment ne pas stresser alors qu'on ne parle que de ça dans les JT, dans les réseaux sociaux, cette actualité anxiogène? Quelles sont vos recommandations, Vincent, pour les menus télévisés? Oui, alors, je ne sais pas si je vais parler de programmation des menus TV, mais en tout cas peut-être de comment les gens vont s'y situer par rapport à cela, parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est impossible d'échapper à un flot d'informations
parfois divergentes, parfois même contradictoires, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux. Et chacun va évidemment pouvoir réagir de façon un peu différente par rapport à ce qu'il va aller chercher. On a des personnes qui ont décidé vraiment de se couper de tous les médias, de ne plus regarder des informations, jusqu'à des personnes qui sélectionnent leurs médias, d'autres plus peut-être spécieux, comme on dit par chez nous, vont aller croiser les informations pour vérifier celles qu'ils vont pouvoir vraiment intégrer. Et puis alors vous avez les personnes qui vont aller chercher l'info, qui va les conforter dans leurs croyances, dans ce qu'ils pensent juste. Par exemple, les complotistes, s'ils vont sur Internet, évidemment, peuvent se nourrir à l'envi de ce genre d'informations pour se nourrir, mais ils n'iront pas nécessairement chercher l'autre info. Est-ce que vous pensez que débrancher, parce que c'est un peu la sous-question, débrancher, ça peut être salutaire pour les caractères anxieux, justement? Alors, on est quand même relativement ambivalent, parce qu'on sait que peut-être on va aller chercher une information qui va nous rendre anxieux, mais on ne va pas pouvoir s'empêcher d'aller la chercher. Donc on a parfois ce côté ambivalent. Alors, si on peut le faire, pourquoi pas? Maintenant, se couper de tout et se couper de la réalité extérieure, c'est pas non plus l'idéal. Vous ne le conseillez pas spécialement? Pas nécessairement, non. Si maintenant la personne, si ça peut lui faire du bien pendant quelques jours, pourquoi pas? Mais c'est quasi impossible de se couper de la réalité, surtout que l'on doit se conformer à toute une série de prescrits à l'heure actuelle. Si on n'a pas les informations, je ne vois pas comment on va pouvoir le faire. On essaye, en tout cas ici, aussi de vous dire, n'hésitez pas de temps en temps à couper, à débrancher, que ce soit la radio, la télé ou la presse écrite. Faire des pauses, en tout cas, bien entendu. Des pauses d'actualité, parce qu'il faut reposer un peu son cerveau par rapport à tout ça. Ça, tout à fait. Le risque, c'est de rester en boucle, branché sur les 30 000 chaînes que l'on peut avoir pour aller chercher l'information. Et à ce moment-là, on peut encourager évidemment un mécanisme d'anxiété et on l'entretient en allant chercher des infos qui, en effet, sont quand même toutes relativement anxiogènes. Alors, il y a certaines chaînes qui aiment bien le croustifondant aussi, qui donc vont nous attiser un petit peu avec certaines choses encore plus inquiétantes. Donc, là, on peut vraiment, si on le veut, rester toute une journée, ce qui n'est vraiment pas l'idéal du tout. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu là entre et il faut aller chercher peut-être l'information la plus pertinente, ça veut dire l'information qui est factuelle, celle qui est validée, en tout cas par les spécialistes à l'heure actuelle, mais qui nous donne aussi la possibilité de pouvoir rebondir dessus, qui nous donne des pistes pour pouvoir s'adapter. S'assurer qu'on n'est pas dans la désinformation, parce que malgré tout, on ne peut pas nier que pour le moment, elle est très très présente. Elle est omniprésente. On a vu ce week-end des photos avec des fils de commerce. Forcément, il y en a eu, et c'est vrai, mais on a vu aussi des photos qui n'étaient pas actuelles. Donc on entretient sa peur panique et sa colère aussi parfois. Oui, tout à fait. Oui. Le choix qu'on en a fait aussi à RTC, c'est de donner la parole à des spécialistes, de leur donner suffisamment de temps de parole. Parfois, dans les médias traditionnels, on coupe après 2 minutes parce qu'il faut être très dynamique, très rythmé. Donc ici, on essaye de prendre le temps de répondre à vos questions Facebook. Merci d'être présent et de répondre aussi aux questions que vous nous avez envoyées. Je vais en prendre une autre. On parlait de jeunes à l'instant. Et faisons attention aussi aux enfants, qui parfois n'ont pas tous les éléments pour décoder cette situation anxiogène. Mais parlons des jeunes. Beaucoup de jeunes disent qu'on les prive de liberté et qu'on vole leur jeunesse. Comment mieux fédérer autour du principe d'effort collectif et de responsabilité commune dans une société de plus en plus individualiste? Il y a beaucoup de choses dans cette question. Alors là, il y a beaucoup. On pourrait débattre en effet pendant des journées entières. Mais on fera une émission avec cette question précise. Je vais essayer d'être très bref. Mais je ne sais pas si les jeunes ou les ados, si on entend par jeunes des adolescents, ont perdu le sens du collectif. Bien au contraire, je pense que les ados ont un sens du collectif beaucoup plus développé que le nôtre adulte, mais peut-être pas au sens où on l'entend dans la question, où on l'entend nous adultes. L'appartenance au groupe, l'appartenance au collectif est très très importante pour les jeunes. Et c'est de ça dont ils sont privés pour le moment. De par le confinement, de par l'école qui ferme et qui ferme plus longtemps, si on prend la première vague avec la fermeture carrément des écoles. Et donc on les met quand même en grande difficulté par rapport à ce besoin d'appartenir au groupe. Et on leur reproche souvent de s'isoler sur leur smartphone. Ici, c'est le contraire, puisqu'on les isole volontairement. C'est paradoxal pour eux au final. C'est paradoxal. Même si c'est nécessaire, évidemment. Ça peut être paradoxal, d'autant plus que c'est peut-être une façon, à l'heure actuelle, de maintenir un lien social. C'est de le faire, eux, par le biais des réseaux. Moi qui suis d'une ancienne génération, je ne m'y retrouve pas toujours bien dans ce genre de choses. Eux, ils plongent dedans et ils peuvent comme ça participer ou se retrouver, ou même se faire des vidéos entre eux. Enfin, donc, je pense que là, il faut trouver un équilibre. Ça va les aider finalement. Enfin, finalement, ça va les aider. Ces réseaux sociaux en ce moment, quand ils sont vraiment isolés. Ça peut les aider. Maintenant, encore une fois, tout est dans la mesure. L'idée n'est pas qu'ils passent la journée entière et la nuit y compris devant l'ordinateur ou sur les réseaux. Mais qu'ils continuent à communiquer. Mais qu'ils communiquent, bien sûr. Et c'est parfois un débat à avoir en famille, puisqu'on a souvent tendance à demander à nos ados d'aller le moins possible. Être sur les réseaux, mais il
faut pas les voir seuls non plus. Tout à fait. À déprimer. Une autre question, puisque c'est vrai qu'on en a eu beaucoup. Pendant les guerres, nos grands-parents étaient confinés dans la peur des bombardements allemands. Avons-nous le recul aujourd'hui pour savoir si cela a laissé des traces psychologiques pour leur santé mentale? Donc là, la sous-question, c'est est-ce que ce confinement, il fait des dégâts? On pense que oui, mais est-ce qu'ils sont vérifiables quand on pense au passé? Alors c'est clair, enfin j'ai pas de chiffres, on n'a pas, je pense, jamais enregistré, on n'a jamais ça. analysé les chiffres, mais on sait que les traumatismes de guerre, la névrose de guerre, et donc ce qu'on appelle maintenant les stress post-traumatiques, bien entendu, sont une réalité. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui foutait le camp dans sa cave à la moindre alerte en se demandant que si jamais la bombe tombe sur la maison, je serai enseveli sous les gravats. Et ceci de façon répétée, ces gens ont pu développer, et je ne parle pas des gens malheureusement qui étaient dans des situations catastrophiques dans les camps, enfin c'était l'atrocité, ces personnes ont pu développer, mais pas toutes. Et on se retrouve un peu dans une situation, je dirais, comparable. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Toute chose étant égale par ailleurs, parce que ce n'est pas la même chose. Mais nous avons des personnes non soignantes, mais je vais aussi un petit peu parler des soignants, qui sont confrontés à des stress aigus et répétés. Il y a eu la première vague. Il y a eu le déconfinement, on a un peu lâché la pression, ça a été, on replonge dans une deuxième vague, mais dans un contexte qui me paraît même beaucoup plus complexe qu'à la première vague, et ces personnes sont confrontées au quotidien à des stress aigus en permanence. Et donc ces personnes, les soignants, médecins, infirmières, mais il ne faut pas oublier non plus les brancardiers, enfin toutes les personnes qui tournent autour de la situation hospitalière, sont des personnes qui pourraient être à risque de présenter ce genre de troubles. On sait qu'après les attentats, parmi les secouristes et parmi les gens qui sont intervenus, il y a eu à peu près 24% de ces personnes ont développé des stress post-traumatiques. Vous parlez des soignants, vous œuvrez au quotidien aussi à leur côté. Je vous propose qu'on regarde un reportage qu'on a tourné au CHU. C'était jeudi quand le personnel soignant a manifesté ses inquiétudes et puis on pourra réagir après avec le docteur Barraud. 1 minute de silence suivie d'une salve d'applaudissements. Tais-toi et soigne. Le personnel soignant du CHU ne compte pas se taire. Le ras-le-bol est à son comble. La pénurie d'infirmiers est une réalité à laquelle il faut faire face au quotidien. Et l'organisation est de plus en plus compliquée, risquée même parfois selon eux. On sent plus de pression et je pense qu'il y a vraiment au niveau du personnel infirmier beaucoup plus d'absentéisme. Donc c'est vraiment plus compliqué pour être complet, pour bien s'occuper des patients qui demandent beaucoup de soins dans ces cas-là. Et c'est surtout très très dangereux pour les patients, quelque part, parce que ça veut dire qu'ils sont pris en charge par des gens qui ont une compétence, mais pas une compétence maximale, et qu'il est difficile de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui est formé à 100%, parce qu'ils sont eux aussi débordés d'une certaine manière, et donc voilà. Donc on nous demande d'assumer surtout des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, quoi. Et ça c'est difficile et c'est pas humain. De nouveaux métiers à apprendre sur le tard, ces infirmières s'y sont habituées dès la première vague. Alors que pour réaliser certaines actions, ici la formation devrait durer 1 année, elle dure en fait 1 journée. Philippe, lui, travaille aux soins intensifs. Il avait congé aujourd'hui, mais voulait être présent pour cette action. C'est pas toujours évident, on a de l'aide qui vient d'autres unités, d'autres services, d'endoscopie, de salles d'opération, enfin voilà, et bon, on se débrouille comme on peut, mais c'est pas facile. Et il arrive encore bien des pauses où on travaille en sous-staff, en sous-effectif, et on se débrouille comme on peut. On voudrait une reconnaissance et une revalorisation de notre profession infirmière. On voudrait bien évidemment une amélioration de la charge de travail. Donc il nous faut plus d'infirmiers sur le terrain. Et donc ça, il faut des actes concrets, il faut de nouveaux infirmiers. Il faut vraiment redorer le blason de cette profession pour retrouver des infirmiers et des jeunes qui sont intéressés par ces études. Solidaire et animé d'un esprit d'équipe qu'on voit peu ailleurs, le personnel soignant attend maintenant fermement des mesures pour une profession devenue rare et pourtant de plus en plus précieuse. Voilà, on sent que les blouses blanches sont tabous, évidemment, dans votre hôpital et dans les autres. D'ailleurs, il y a des cellules qui travaillent d'arrache-pied pour des cellules d'aide pour les soutenir, évidemment. Oui, oui. Alors, toute une petite remarque, mais aujourd'hui, je ne suis pas médecin, c'est trop d'honneur. C'est moi qui ai fait cette erreur. Voilà, je suis psychologue. Mais oui, alors, dans la plupart des hôpitaux, des cellules d'aide ont été mises en place ou des procédures ont été mises en place. Alors, je peux parler évidemment de la procédure que je connais personnellement au CHC, où lors de la première vague, on a été amené à devoir mettre une garde
24 heures sur 24 de présence psychologue pour pouvoir circuler dans les services et aller voir si des soignants souhaitaient ou avaient envie de pouvoir se décharger, bénéficier d'un temps d'écoute, en tout cas, et d'une reconnaissance de ce qui était vécu sur le terrain. On a constaté que parfois c'était compliqué d'arriver comme ça alors qu'elles étaient avec le nez dans le guidon, en plein rush, etc. Donc on a un peu analysé les choses après. Et maintenant, avec cette deuxième vague, on a remis en place un système qui est un système un peu différent, où on a une permanence tous les jours, prévue dans un bureau à un certain moment donné, où les personnes peuvent se rendre, et avec aussi la possibilité, c'était déjà le cas lors de la première vague, mais on l'a répété ici, certains soignants aiment prendre contact, mais en dehors de l'hôpital. Et donc préfèrent que ce soit après leur travail. Et donc là, il y a des personnes, on a donné des numéros de téléphone, elles tombent sur une psychologue qui peut alors prendre le temps de les écouter et voire de les suivre s'il est nécessaire. Oui. Et c'est la même chose pour les médecins. On en parle de l'importance de la parole, de pouvoir s'exprimer, d'extérioriser un peu ce qu'on ressent. C'est un peu le principe aussi de cette émission, de recevoir vos questions. Voilà, il y a pas mal de remarques de Martine qui parle à part un problème physique. Il y a aussi la dépression parce que les jours raccourcissent, parce que le temps est plutôt gris. Du côté de Dominique, on n'entend plus parler que de ça, donc on essaie de débrancher, oui, mais bon, c'est pas évident non plus. Catherine qui parle aussi du fait qu'il y a la peur d'être contaminé, il y a toutes ces questions qui sont là, et puis une autre question de Éluge, mais je suppose que c'est Julie à l'envers, qui nous dit « Ce qui me stresse, c'est de devoir choisir entre travail et enfant, car je ne suis pas rassurée de laisser ma fille aller à l'école, et ce n'est pas vraiment le moment de perdre sa place au boulot. » Voilà, il y a à la fois il y a la Covid, et puis il y a ce que ça provoque, et le dilemme, dans quelque sorte, des choix à faire. Oui. Comment faire ? Alors ça peut être un réel dilemme en effet. Maintenant ce que l'on sait, et ça c'est avéré, c'est que d'abord il faut distinguer les enfants peuvent être porteurs et les enfants peuvent être contagieux à la limite, on pourrait le voir comme ça. Alors on sait que les enfants sont porteurs, par contre on sait que les enfants en dessous de 12 ans sont beaucoup moins contagieux que les adultes. Donc on sait aussi depuis la première vague qu'il est éminemment important de permettre aux enfants de maintenir un lien social, de leur permettre donc d'aller à l'école. Et c'est vraiment une question de santé mentale pour les enfants, voire même pour les ados, puisque le lien social peut aussi se construire là, et se construit là vraiment pour notamment les plus jeunes. On sait aussi que malheureusement, le fait d'avoir confiné, d'avoir fermé les écoles, ça a creusé l'écart au niveau de la société, entre les enfants qui étaient peut-être un peu moins favorisés au niveau scolaire et ceux qui l'étaient un peu plus. Donc il faut tenir compte de toutes ces données. Et ça a déjà fait des dégâts, ce premier confinement. On entend beaucoup d'instituteurs qui témoignaient et qui disaient qu'ils avaient retrouvé à la rentrée des enfants éteints totalement, et qu'il a fallu un mois pour raviver un peu la flamme, et ça fait vraiment peur d'entendre ça concernant des petits, évidemment. Mais les enfants, ils vont faire leur connaissance et leur compréhension à partir du milieu familial. Et donc, ils vont aussi entendre le discours des parents. Si les parents sont eux-mêmes inquiets, ce qui est tout à fait légitime dans des contextes actuels, cette inquiétude va passer, même si ce n'est pas dit ouvertement, c'est l'ambiance un peu électrique qui a lieu un peu partout. Si par ailleurs les informations circulent, même si un enfant joue dans la pièce à côté, il capte. Alors on ne sait pas comment il va l'intégrer, on ne sait pas comment il va le comprendre, mais donc en effet, des enfants peuvent développer vraiment de l'anxiété. On a entendu des enfants qui avaient peur, par exemple, pour leurs parents qui étaient soignants, peur que leurs parents ne décèdent en allant travailler ou qu'ils ne soient contaminés. Ou atteindre les grands-parents, et ce serait de leur faire. Une petite parenthèse, oui. Une question de Jocelyne, on va la garder parce que c'est vraiment ce dont vous parlez. J'ai 2 petits-enfants de 8 et 11 ans. Leurs parents sont infirmiers en unité Covid. J'ai peur pour eux. Les parents sont épuisés dans un climat anxiogène. Comment protéger mes petits-enfants ? Voilà, c'est ça. Mais oui. Alors, je ne sais pas si on peut protéger de tout, parce qu'on est devant un principe de réalité. Je pense que l'on peut aussi reconnaître, en adaptant notre langage en fonction de l'âge, mais on peut aussi reconnaître aux enfants qu'en effet la situation n'est pas simple, qu'eux sont inquiets et le leur reconnaître, mais reconnaître que nous on fait face. Et une façon peut-être d'apaiser, parce que contrôler tout, ce ne sera pas possible, c'est ce qu'on cherche chacun, on cherche à avoir le contrôle et la maîtrise, mais c'est peut-être d'expliquer aussi aux enfants comment on se protège, comment on respecte les gestes barrières. Si les parents expliquent que quand ils vont à l'hôpital, voilà, ils se carapassonnent dans leur uniforme avant de rentrer, ce qui est bien pénible, on est bien d'accord, mais avant de rentrer dans toute chambre Covid, ils mettent toutes les chances de leur côté de contrôler la situation et d'éviter au maximum la contagion. Vous préconisez qu'on communique un maximum, alors, évidemment, oui. Ne rien leur cacher, et communiquer et parler, mettre le sujet sur la table s'il faut.
Alors, cacher, c'est peut-être le pire, en effet. Donc, en effet, il faut pouvoir parler. Il faut adapter. Il y a certainement des gens qui décident de cacher un petit peu ça aux enfants pour les préserver. J'imagine que certains font ce choix-là aussi. Oui, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Mais donc, vous, en tant que psychologue, vous dites non, il faut communiquer, mettre le sujet à table et en discuter. Voilà. Et alors, il y a peut-être des signes qui pourraient alerter certains parents et qui pourraient témoigner du fait qu'un enfant, outre le fait d'être anxieux, développe peut-être quelque chose qui devient plus lourd et plus pénible. C'est des enfants qui régressent, c'est des enfants chez qui, en effet, l'abattement devient vraiment avec un repli complet. Là, il y a peut-être, en effet, alors une importance, voire, je dirais même, à proposer un soutien extérieur à ces enfants. Mais je pense que le fait de communiquer avec des mots adaptés est vraiment, en effet, l'idéal. Ne plus non plus laisser tourner donc en boucle la TV sur les infos derrière soi, parce que ça, c'est l'horreur. Et alors aussi, je reviens un peu aux ados par rapport à ça, on les prive de liberté, on leur donne toute une série de consignes restrictives. Montrons l'exemple. Si nous-mêmes, alors qu'on nous dit qu'on doit avoir une bulle qui accepte une personne pour le moment proche chez soi et qu'on reçoit toute la famille toute la semaine et qu'on fait la fiesta jusqu'à minuit, c'est pas très cohérent. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit cohérent avec nos enfants et que l'on qu'on donne l'exemple et que ce soit la même chose pour les petits, évidemment. Une autre question peut-être de Mirella. Je suis en colère pour les seniors et handicapés enfermés entre 4 murs depuis presque 8 mois. Effectivement, on sait que dans les MRS, les maisons de repos et soins, c'est compliqué. Ne vont-ils pas mourir de solitude ou souffrir de dégâts collatéraux plus que de la Covid? Donc voilà, il y a cette problématique effectivement de l'isolement. À la fois les MRS qui sont dans l'obligation d'éviter les clusters et les dégâts que ça peut provoquer, et d'un autre côté, effectivement, l'isolement. Et c'est une réalité, ce que dit cette personne, des personnes, des bénéficiaires, des résidents, des pensionnaires, je sais pas, des personnes âgées, en tout cas, ont souffert, mais de façon atroce, de cet isolement. On a connu des cas de dépression sévère, des tentatives de suicide, et même ce qu'on appelle dans notre jargon du glissement, ça veut dire des gens qui se laissent mourir vraiment d'isolement. Alors, je trouve que le débat ici est éthique et compliqué. On parlait tout à l'heure de sens du collectif ou de l'individualisme des gens. On est un peu devant ce dilemme-là. Soit éthiquement parlant, on se dit que ces personnes ont le droit de choisir pour elles-mêmes le risque qu'elles veulent encourir si elles sont correctement informées de ce risque et de se dire, à la limite, tant pis, si je l'attrape, j'en mourrai, mais c'est comme ça. Oui, mais alors on fait entrer le loup dans la bergerie parce qu'on sait que les contagions viendront peut-être de l'extérieur. Et alors, on ne fait pas bénéficier le collectif de quelque chose. Pour le moment, en tout cas, ce choix-là n'est pas permis, vu que on a choisi le collectif au détriment de l'individuel, pour le moment, oui. Et rappelons que le testing salivaire va débarrer dans toutes les maisons de repos et soins pour le personnel. On espère que ça permettra d'éviter les clusters. On a vu beaucoup de maisons de repos qui mettaient en action la communication via Skype, qui est mieux que rien, malgré tout. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'ils faisaient beaucoup d'efforts à ce sujet-là. Et on imagine que ça va recommencer comme ça pendant ces 6 semaines. Ce sera sans doute pas suffisant pour soulager le moral des aînés, mais encore une fois, c'est une manière de garder ce lien. Mais je pense que pas mal d'intervenants, de soignants dans les maisons de repos et ailleurs, mais surtout dans les maisons de repos aussi, ont fait preuve de beaucoup de créativité pour essayer justement que les anciens maintiennent un lien avec leur famille. Et en effet, les tablettes, c'est prodigieux pour ça. Voilà. C'est quelque chose qui le permet. Alors, on est entièrement d'accord, on ne se tient plus dans les bras, on ne se serre pas dans les bras. Mais c'est déjà il faut favoriser mieux. Ça un maximum. Oui, malheureusement, toutes les infrastructures ne le permettent pas. Elles ne sont pas toutes équipées d'Internet. Toutes les familles n'ont pas des tablettes. Voilà. Parfois, certaines maisons de repos se sont aussi un peu carapacées pour éviter qu'il y ait des cas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident à gérer. Encore une fois, soyons conscients aussi que tout le monde fait un peu le maximum dans la mesure de ses possibilités. Moi, j'avais envie de vous poser une autre question qui nous a été posée par Dominique. C'est une question... Voilà, on a tendance à râler un peu sur tout, en fait, en quelque sorte. C'est ça qu'elle nous dit. Les gens ont râlé lors du premier confinement, les gens ont râlé lorsque les mesures ont été levées, ils ont réclamé des mesures plus fortes, et maintenant, ils râlent à nouveau d'être reconfinés. Les gens râlent tout le temps. Est-ce normal ? Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que si vous interrogez mes proches, on vous dira que je suis un râleur invétéré. Donc, je ne vais certainement pas dire le contraire. Mais en fait,
Je pense qu'il y a un fonctionnement humain classique. À partir du moment où on restreint nos libertés, où on nous impose quelque chose qui n'est pas dans notre cadre de référence, on a tendance à vouloir s'y opposer. Enfin, le Belge d'ailleurs est connu pour essayer de voir tous les moyens possibles et imaginables pour détourner le fisc, par exemple, où on vous dira de rouler à 120, on va chercher quelle est la vitesse limite avec le coyote pour savoir que à 129, ok, on n'est toujours pas flashé. Enfin, on est tout le temps dans l'opposition et dans la tentative de contourner ce qu'on veut nous imposer. Maintenant, je pense que dans un certain contexte comme celui-ci, certains râleurs, s'ils veulent débattre, feraient peut-être bien d'aller chercher des informations, je répète comme tout à l'heure, qui sont validées, qui sont avérées scientifiquement parlant. Alors on peut commencer à débattre. Mais je pense que ça fait partie de la nature humaine aussi de pouvoir exprimer, puis c'est une façon aussi d'exprimer notre colère. Oui, c'est une façon de nous décharger de la pression énorme qui est sur tout le monde. Une façon d'exister. Râler, c'est exister pour certaines personnes aussi. Il vaut peut-être mieux râler que déprimer. Voilà. Vous encouragez à la râlerie? Oh, tant qu'à faire, pourquoi pas? Du moment que c'est fait dans la bienveillance et tout à fait. Pas avec des propos haineux ou compliqués sur les réseaux sociaux, on l'envisage comme quelque chose qui peut être malgré tout positif, on va dire. Râler, râler pour moi, c'est pas être violent, en effet, dans ses propos. Le problème de râler, c'est quand il y a des insultes ou qu'il n'y a pas de la bienveillance. Et ça... Oui, voilà. Enfin, moi, je pense que râler, c'est autre chose que d'être en effet malveillant, que d'injurier, que d'être violent, agressif. Mais il y a un climat à l'heure actuelle. Mais la limite, actuellement, elle est délicate, elle est fragile, parce que il y a râler, s'exprimer sur les réseaux sociaux, on va dire c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Il y a dépassé cette limite et finalement, on constate quand même beaucoup de choses un peu tendancieuses sur les réseaux sociaux et ça participe au climat anxiogène. C'est de la responsabilité de chacun de un petit peu garder pour soi cette agressivité. Oui, mais depuis que l'on connaît cette crise sanitaire avec le Covid, je pense que la Belgique s'est découvert 11 millions de virologues qui avaient chacun un avis différent, 11 millions de politiciens qui savaient mieux ce qu'il fallait faire à la place des autres. Je ne voudrais pas être homme politique à l'heure actuelle, parce que quoi qu'ils décident, soit on va les traiter de trop laxistes, de traîner trop, ils auraient dû prendre des décisions beaucoup plus strictes, beaucoup plus tôt, et puis quand ils prennent des décisions plus strictes, on les critique parce que c'est strict, on nous prive de liberté. Donc je pense qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Maintenant, voilà, tant que ça reste en effet, je trouve, correct, comme disait l'autre, tout peut se dire, mais il y a la façon de le dire. Je suis tellement d'accord avec vous. Il n'est simple pour personne de vivre la situation, encore une fois, totalement inédite. Une question peut-être par rapport à cette décision justement d'Anne-Françoise, parce que ce n'est pas tellement les décisions qui posent peut-être problème, elle nous dit, ce qui me stresse, ce ne sont pas les mesures, mais le fait qu'elles changent tout le temps. On s'y perd. Comme souvent, on prend des décisions à la dernière minute. Pourquoi ne pas plus les anticiper? Je vais surtout rester sur le fait que c'est effectivement des décisions qui ont changé. Et ça, c'est vrai que c'est difficile d'adhérer parce qu'on ne comprend plus très bien. Surprise au quotidien, ça stresse les gens, évidemment. Là, pour le moment, nos capacités d'adaptation sont mises à rude épreuve avec, en effet, toutes ces décisions, parfois, qui changent, en effet. Et donc, on doit tout le temps être là en train de chercher à s'adapter et intégrer d'abord les informations, parfois les comprendre, ce qui n'est pas non plus toujours évident, parfois, et en effet, rebondir dessus quand c'est possible. Donc, pour quelqu'un qui, en plus, aime bien anticiper, aime bien planifier, organiser les choses, c'est vraiment le mettre dans une grande difficulté parce qu'on va aller le chercher là où ça peut faire le plus mal. Donc oui, en effet, pour le moment, une part du stress est liée au fait qu'on nous retire cette capacité ou ce sentiment, en tout cas, de pouvoir contrôler ou maîtriser notre propre vie et la situation que l'on vit. Donc c'est juste. Il faut accepter le lâcher-prise, la non-planification de projet. C'est vraiment un travail que chacun va devoir effectuer, évidemment. Oui. Certains y arriveront mieux que d'autres. Oui, alors le lâcher-prise, attention, pas dans l'alcool, pas dans ce genre de choses. Mais, non, mais c'est parce que on a vu à un moment donné qu'on vidait les rayons d'alcool. Sur un agenda des projets, enfin voilà, lâcher-prise. Mais il y a moyen de retrouver, je pense, je ne vais pas généraliser, mais il peut y avoir moyen de retrouver un sentiment de contrôle et une maîtrise par rapport à sa propre vie dans un cadre quand il est bien défini. Si on donne un cadre bien défini, on peut, dans ce cadre, on connaît les règles du jeu et on peut commencer, entre guillemets, à jouer dans ce cadre, pas pour essayer de jouer des coudes et l'élargir, mais pour y trouver nos propres repères.
On a vu des familles qui ont découvert leur propre capacité à rejouer avec leurs enfants. On a découvert des familles qui étaient capables de redécouvrir le plaisir d'aller prendre l'air ensemble. Alors, c'est plus facile, évidemment, quand on vit à la campagne et quand on a un grand jardin que dans un 70 mètres carrés en pleine ville avec 5 enfants. Hein, ça, c'est clair. C'est cette capacité à trouver des petits moments positifs dans le quotidien qu'on ne voyait peut-être pas avant. Oui, et oui, ça, c'est oui. accessible à tous, ça. Mais c'est là où on va pouvoir, c'est là où on va pouvoir en effet trouver nos possibilités de nous adapter, je pense. Et quand vous parlez de cadre justement pour être solution entre guillemets, comment établir ce cadre? Que dois-je faire en fait? Mais le cadre ici, il nous est donné par le politique, qui décide des mesures de confinement plus ou moins larges qu'il décide. Donc ça, c'est une première partie du cadre. Puis à ça vient se rajouter aussi le cadre classique que l'on peut avoir dans sa vie de famille. Et donc, si je prends des enfants, par rapport à des enfants, je pense qu'il est important de maintenir un rythme, une structure. On se lève le matin comme si on allait à l'école, on s'habille, on se lave, on s'habille, on mange aux heures où on mange d'habitude et on va dormir aux heures où on va dormir d'habitude. Il faut maintenir un cadre et une structure. Alors, je sais qu'avec des ados, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que vraiment, le cadre est sécurisant à ce moment-là. Ça peut être sportif aussi, prévoir une balade tout à fait. tous les jours à la même heure avec les enfants pour qu'il y ait, comme vous dites, ces points de repère. Oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai beaucoup de questions également sur Internet à propos du fait que l'on parle beaucoup de saturation dans les hôpitaux. En fait, de manière générale, il y a ces chiffres qui sont communiqués, ce nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes touchées, et puis cette sorte de limite des soins intensifs, des lits en soins intensifs dont on se rapproche de plus en plus, et qui génère aussi une forme de stress, même si on n'est pas directement confronté. Comment jongler avec tous ces chiffres, justement? Comment arriver à s'en détacher quelque part, à relativiser? Je vous mets dans l'embarras, je le sens bien avec ma question. Parce que ces chiffres correspondent à la réalité de ce que vivent les hôpitaux. Les hôpitaux sont à saturation. Donc, pour le moment, dans les hôpitaux liégeois, on transfère les patients vers la Flandre, vers l'Allemagne. Maintenant, encore une fois, il est compliqué pour moi, qui ne suis pas médecin, qui ne travaille pas aux soins intensifs ou aux urgences, de vous dire évidemment qu'est-ce qu'il va en être dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ce que je fais, la première chose que je fais quand j'arrive à l'hôpital, je vais aux infos pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'il en est pour le moment dans la salle des soins intensifs, aux urgences. On entend parler d'un léger tassement. Maintenant, on a parfois un peu l'impression aussi, nous avons l'impression que si on donne ce genre d'informations, les gens vont se dire, ouf, ça va mieux, on relâche la pression. Non, c'est maintenant qu'il faut vraiment donner un coup le plus fort possible pour que non seulement ça se tasse, mais qu'on soit un plateau sur le plus long terme. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut l'envisager comme quelque chose qui est sur la durée et s'économiser et garder son énergie. Oui, tout à fait. Dans les autres questions qui nous ont été posées, il s'agit aussi du choix des commerces. Voilà, certains ont été fermés, d'autres sont restés ouverts. Parfois, on ne comprend pas ces mesures qui sont prises. De manière générale, comment faire pour adhérer à des décisions auxquelles parfois on ne croit pas? C'est une très bonne question parce que c'est... Oui, parce que déjà, c'est une bonne question dans la mesure où si je n'y crois pas, je ne vois pas comment je vais pouvoir y adhérer. Maintenant, l'autre point de vue qui peut être considéré comme très naïf, c'est de se dire, ok, si cette décision a été prise, c'est qu'elle a du sens. Et, allez, quand je disais tout à l'heure par boutade qu'il y a eu 11 millions de politiciens qui savaient mieux faire que les politiciens, on ne sait pas réellement ce qui se passe de l'autre côté. Nous, on les voit arriver, faire leurs conférences de presse. On ne sait pas tous les débats qui ont cours derrière et ce qui les amène à prendre cette décision-là. Donc, s'il était possible de relativiser en disant je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, en effet, lors du premier confinement, les fleuristes étaient fermés, maintenant les fleuristes peuvent ouvrir, est-ce que c'est un magasin essentiel ou pas, etc. Je n'en sais rien, mais je me dis qu'il doit y avoir une raison là derrière. Comme les magasins de bricolage, est-ce que bricoler est essentiel? En tout cas, bricoler peut permettre à des personnes qui seraient obligées de rester chez eux de s'adapter en faisant quelque chose, en bricolant. Donc il y a probablement derrière ces décisions toute une série d'informations qui m'échappent ou qui nous échappent. Alors peut-être suis-je naïf, on va peut-être me traiter de grand naïf, mais voilà, je me dis que si ces décisions sont prises, elles doivent avoir du sens. Maintenant,
parfois on a du mal à y trouver, nous, du sens. Ça, je comprends bien. Et en effet, ça peut susciter la râlerie dont on parlait tout à l'heure. Et je ne veux pas parler à la place de ces commerçants qui voient leur magasin fermé, qui est une situation aussi tout à fait désastreuse. Hein. C'est pas ça que je veux dire, bien entendu. Une question peut-être, on a parlé de seniors, on peut parler de bébés. Une question de Manon. J'ai accouché il y a quelques semaines. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Comment faire pour tenter de survivre à cette période sans voir personne avec un bébé dans un appartement si en plus nous devons travailler tous les deux? Ça fait beaucoup de choses, l'une à la suite derrière l'autre. Oui. Maintenant, c'est vrai que on a parlé des seniors, il y a des gens des bébés qui naissent en cette période. Ça ne doit pas être facile non plus de traverser cette période-là seul. Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les jeunes parents maintenant? Alors, si je ne me trompe pas, les crèches ne sont pas fermées. Pas encore. Pas encore. Pardon. Si je ne me trompe pas non plus, les accueillantes d'enfants peuvent toujours accueillir des enfants. Donc j'imagine que des personnes ont anticipé peut-être la naissance de leur enfant déjà en cherchant une place dans une crèche ou près d'accueillantes. Donc c'est une première aide. C'est une première règle. Maintenant, on a eu le cas, et on a vu, je me souviens aux informations, en effet, des tout jeunes parents qui venaient d'avoir un enfant qui venait de naître et qui se retrouvaient à la maison tout seuls et qui ne pouvaient pas partager avec, ce bonheur-là. Voilà, c'est ça. En privé, c'est pas facile. Tout à fait. Avec leurs parents, enfin, etc. Donc c'est en effet, encore une fois, une situation qui entache le lien social et de vivre un moment ensemble en famille, de pouvoir le partager. Donc, quelle est la possibilité de pouvoir malgré tout partager, mais à minima, compte tenu du confinement, j'en reviens avec tous ces programmes. Voilà, c'est ça, tous les programmes qui nous permettent vraiment d'être en contact, de visualiser et d'échanger à ce niveau-là. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, je pense aussi que... Il faut être créatif, il faut être créatif. En cette période. Maintenant, je vais arriver à un niveau que la question ne sous-entend pas, et j'espère qu'elle ne sous-entend pas cet aspect-là, mais s'il y avait un risque potentiel de violence au sein d'une cellule familiale parce que dépassé par les événements, perdu, enfin ne sachant plus que faire avec peut-être un bébé qui n'arrête pas de pleurer et sans la possibilité qu'ont les jeunes parents d'avoir recours à leurs propres parents pour une aide à ce moment-là, il faut se retourner vers des services extérieurs, bien entendu, et vraiment ne pas hésiter. Il en existe, on va citer quelques numéros de téléphone avant de se quitter parce que l'émission touche déjà à sa fin. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une question ou pas, Philippe. J'avais simplement une réflexion de Vinciane qui disait « La crise sanitaire ne nous montre-t-elle pas que nous n'avons aucun pouvoir sur l'autre ?» En fait, c'est ça, c'est accepter qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on ne peut pas maîtriser l'autre, notre prochain non. Simplement. Plus qu'une question, c'est une réflexion. C'est une réflexion, mais c'est un thème pour le bac, hein, il faut le soumettre aux Français. Mais non, mais c'est vrai, c'est cette notion de pouvoir. On n'a pas le pouvoir sur l'autre, mais il y a quand même des personnes qui nous gèrent, que l'on a élus pour ça et qui ont un pouvoir décisionnel. Alors, ce n'est pas un pouvoir sur nous en tant qu'individu, mais c'est un pouvoir quand même sur la population. Je pense qu'on va devoir clôturer cette émission puisque la boucle est terminée. Merci Vincent Barraud d'avoir été notre invité. On espère évidemment, Philippe, qu'on a pu répondre à quelques questions. Il y en avait beaucoup. On a dû de nouveau faire des choix. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'y répondre prochainement. Oui, et sur la page internet, on va mettre toutes les informations, les numéros de téléphone. Sur notre site rtc.be, on peut déjà donner un numéro qui est un numéro d'information gratuit, c'est du SPF Santé, le 0800 14 689, un numéro qui est en ligne accessible toute la semaine de 9h à 17h. Il ne faut pas hésiter, évidemment, si on est en détresse. Et nous, on vous laisse ici. Merci pour les questions envoyées. Merci à tous les deux pour cette émission. Merci. Bonne soirée à tous et prenez évidemment soin de vous.